Donc, ma thèse, elle porte sur le rôle de la diversité fonctionnelle florale des adventices le long d'un gradient de pratique viticole en Occitanie. Oh, faut toucher l'écran. Donc, globalement, je vais vous rappeler rapidement le contexte général dans lequel s'inscrit mon travail de thèse. Donc, il faut savoir, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu une intensification de l'agriculture à travers une motorisation, une mécanisation, mais aussi une chimisation. Donc, l'utilisation de pesticides et même d'intrants chimiques en général, ainsi que la perte d'habitat du fait notamment des destructions des haies, a entraîné une perte de la biodiversité dans les agrosystèmes, avec un déclin constaté dans tous les taxons. Et cette perte de biodiversité a entraîné des problèmes dans le fonctionnement des agrosystèmes, avec une diminution de la fertilité des sols, une érosion des sols, plus d'invasion nuisibles. Donc cette perte de la biodiversité, elle est constatée à la fois dans les adventices, donc avec moins 40% d'espèces d'adventices entre les années 70 et 2000 à l'échelle régionale, et aussi au niveau des insectes, avec 40% d'espèces d'insectes menacées. Et donc, ça pose problème sur les services écosystémiques, notamment pour les insectes au niveau de la pollinisation, que ce soit des cultures, mais aussi évidemment des plantes sauvages. Donc moi, le point d'entrée de ma thèse, c'est vraiment l'adventice. Donc une adventice, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de plante qui se trouve spontanément dans un champ cultivé. Et l'adventice, sa particularité, c'est qu'elle est un peu à l'interface entre le disservice, donc évidemment, elle rentre en compétition avec la culture et entraîne des pertes de rendement, mais elle a son rôle aussi dans des services écosystémiques comme la structure du sol, la fertilité du sol et le maintien des pollinisateurs via la fourniture en ressources florales. Et dans ma thèse, je m'intéresse particulièrement au système de culture pérenne. Et pourquoi je m'intéresse aux adventices des systèmes de culture pérennes? Comme on voit sur la photo ici, on distingue à peine les rangs de vignes, et ce qu'on voit majoritairement, c'est le couvert végétal qui sont les adventices. Et donc, les cultures pérennes semblent avoir plus de potentiel pour accueillir cette diversité d'adventices. Donc, globalement, mon travail de thèse, il se répartit en 3 questions. La première qui est quels sont les facteurs qui influencent le potentiel de compétition des adventices et leur capacité à fournir des ressources aux pollinisateurs dans les cultures pérennes et annuelles à différentes échelles spatio-temporelles. Ensuite, les 2 autres questions, ça va vraiment se centrer sur le système qu'est la vigne. Et je m'intéresse à voir comment les traits floraux des adventices répondent aux pratiques viticoles et affectent du coup les réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs. Et enfin, je veux voir quels sont les effets du paysage, mais aussi des pratiques viticoles et des communautés d'adventices sur les communautés de pollinisateurs. Donc, rapidement, ces 3 questions, en fait, elles s'intègrent dans un cadre conceptuel en écologie fonctionnelle qui est celui de la réponse-effet. Donc, le climat, l'architecture du paysage, les conditions pédoclimatiques, mais aussi, bien évidemment, les pratiques de culture, filtrent les espèces végétales et ça aboutit à des communautés d'adventices avec une composition et une structure fonctionnelle particulière. Et donc, ces communautés d'adventices présentent ce qu'on appelle des traits fonctionnels, donc qui sont des caractéristiques morphologiques, phénologiques, mesurées à l'échelle de l'individu et qui ont une fonction. Donc, les traits floraux, comme la taille de la fleur, la couleur, la quantité de pollen, vont avoir un effet sur la fonction qui est la pollinisation. D'un autre côté, les traits foliaires ou végétatifs, comme les tailles des feuilles, ou la hauteur de la plante vont avoir un effet sur la fonction qui est la compétition, notamment avec la culture. Donc revenons à cette première question, qui est quels sont les effets des facteurs qui influencent le potentiel de compétition des adventices et leur capacité à fournir des ressources aux pollinisateurs dans les cultures pérennes et annuelles à différentes échelles spatio-temporelles. Donc il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'études sur l'impact de l'intensification agricole au niveau taxonomique, mais aussi un peu fonctionnel des adventices, que ce soit en France, dans les cultures annuelles, mais aussi en vigne. Donc là, on va regarder cet effet de réponse, donc la réponse des adventices aux pratiques agricoles, mais il y a aussi eu des études beaucoup sur la fonction de compétition des adventices, donc la compétition adventice-culture. Donc là, avec une pléthore d'études qui a aussi utilisé l'approche fonctionnelle. Et depuis quelques années, on voit de plus en plus d'études qui s'intéressent cette fois-ci au rôle des adventices comme plantes de service, et notamment beaucoup qui ont commencé sur la relation adventice et qualité du sol, avec encore, basé sur des approches fonctionnelles, le rôle des adventices dans la stabilité des agrégats en vigne, ou encore là dans la qualité du sol.
Mais on voit quand même des études qui s'intéressent aux interactions plantes, adventices, insectes, et aussi un peu abeilles, abeilles adventices. Mais ces études, elles restent quand même très peu nombreuses et elles s'intéressent souvent à une seule culture, un seul type de culture, donc soit en annuel, soit en pérenne, ou soit sur une culture vraiment en particulier, et à une seule fonction, donc que ce soit la pollinisation ou la compétition. Et moi, dans cette question-là, je souhaite relier plusieurs systèmes de culture, de comparer plusieurs systèmes de culture, mais aussi plusieurs fonctions qui sont la compétition et la pollinisation. Donc ce travail va se découper en plusieurs sous-questions. Donc la première qui est comment les communautés d'adventistes diffèrent entre les systèmes annuels et pérennes en termes de structure fonctionnelle florale. Donc on s'attend à ce que les vignobles aient plutôt une plus grande diversité florale du fait que c'est des systèmes moins perturbés. Ensuite, on veut voir comment la structure florale des communautés d'adventistes répond aux pratiques agricoles, que ce soit en grande culture et en vigne. Donc, on s'attend à ce que, plutôt en grande culture, les herbicides donnent des communautés végétales moins propices pour la fonction de pollinisation. Et en vigne, plutôt que ce soit la tonte des couverts qui soit positivement corrélée à la diversité fonctionnelle florale. Et enfin, on veut voir comment les trajectoires de la diversité fonctionnelle florale des adventistes ont évolué au cours du temps dans les cultures annuelles et pérennes, et l'implication pour le service de pollinisation. Donc, pour répondre à ces questions-là, j'ai à ma disposition 4 bases de données. Donc, 2 bases de données en grande culture, donc une base nationale et une base à l'échelle du département, qui est une base de diachronie. Donc, il y a eu des relevés qui ont été faits dans les années 70 et refaits dans les mêmes parcelles dans les années 2000. Et en vigne, j'ai le miroir. Donc, j'ai ma base nationale vigne et ma base à l'échelle départementale, où pareil, on a eu des relevés faits en 1980 et de nouveaux relevés faits dans les mêmes parcelles dans les années 2020. Donc évidemment, j'ai mon abondance par espèce d'adventisme, mais aussi d'autres variables, notamment les pratiques agricoles qui m'intéressent particulièrement. Donc, j'ai mes adventismes, mais il faut que je les caractérise fonctionnellement. Donc, il faut que j'ai des traits qui représentent la fonction d'intérêt, qui sont pour moi la compétition et la pollinisation, et qui soient disponibles dans les bases de données, sachant que j'ai plus de 700 espèces d'adventismes. Donc, pour la compétition, j'ai choisi ces traits suivants, qui sont la surface spécifique foliaire, qui représente un peu la photosynthèse, la masse de la graine sèche, la hauteur de la plante, l'indice de Ellenberg pour l'azote. Au niveau des traits floraux, j'ai choisi le type de pollinisation, la présence-absence de nectar, le type d'inflorescence, la couleur de la fleur et le début de floraison. Donc ça, c'est à l'échelle de l'espèce, mais moi, je veux voir ma communauté d'adventistes. Du coup, j'utilise des indicateurs. Donc ici, pour les traits de compétition, j'utilise le Community Weighting Mean qui me donne en fait le trait moyen à l'échelle de la communauté. Au niveau floral, je regarde la densité d'adventices entomogames, c'est-à-dire le nombre d'individus d'adventices entomogames par mètre carré. De même pour le nectar, donc c'est le nombre d'adventices offrant du nectar par mètre carré. Ensuite, la diversité de couleurs de fleurs d'inflorescence et le Community Weighted Variance, donc CWV, du début de floraison, qui est en fait la variance à l'échelle de la communauté, qui donne en fait la plage de temps sur laquelle ma communauté d'adventices va fleurir. Donc, j'ai mis en regard ces indicateurs floraux avec mes variables d'intérêt, donc qui est la culture en place, donc moi qui est le maïs, les céréales d'hiver, le tournesol et le colza. Ensuite, des variables sur l'itinéraire technique avec le semi-similaire qui prend la valeur oui ou non, donc en fait qui prendra la valeur oui si la culture en place a été semée dans la même période que le précédent. Le type de culture qui prendra aussi la valeur oui ou non si ma culture en place, par exemple, est une dicotylédone et que mon précédent était aussi un dicotylédone. Cette variable prendra la valeur oui. Et évidemment, le type de gestion des adventices avec le travail du sol et les herbicides en grande culture et la combinaison des deux, la position de la parcelle et ensuite en variable aléatoire, le mois et l'année du relevé. En vigne, c'est un peu différent, sachant que la culture en place, c'est toujours la vigne. Il n'y a pas de semis non plus. Du coup, ça sera que le type de gestion qu'on regardera, avec la modalité supplémentaire qui est la tonte qui se rajoute. Donc rapidement, avant de regarder ces modèles-là, je vais tout simplement regarder à quoi ressemblaient mes communautés d'adventistes en fonction des indicateurs floraux et de compétition que je vous ai présentés juste avant, grâce à une ACP. Et on voit sur cette ACP que les indicateurs floraux, ils expliquent majoritairement l'axe 1. Et dans l'orthogonale, on a l'axe 2 qui est expliqué majoritairement par les traits de compétition.
Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de corrélation entre les traits de compétition, les indicateurs de compétition et de pollinisation à l'échelle de nos comités d'adventistes. Et du coup, qu'il y aurait une absence apparente de compromis entre la fourniture en ressources florales et la compétition. Donc, il faut savoir que cette histoire de trade-off entre services, c'est beaucoup discuté dans la littérature. Par exemple, Winter et collaborateurs, en 2018, ils ont trouvé pas non plus de compromis donc, entre la fourniture en ressources florales et la compétition et le rendement pour les comités adventistes. Mais par contre, Ibos et collaborateurs, en 2021, ils ont trouvé une corrélation positive entre la compétition et les indicateurs de pollinisation, c'est-à-dire que plus les communautés d'adventistes étaient favorables aux pollinisateurs, plus elles étaient aussi compétitrices envers la culture. Ensuite, encore sur cet ACP, il semblerait quand même que nos vignes, nos communautés de vignes soient un peu rassemblées là, sur un pâté le long de l'axe 1, donc plutôt vis-à-vis des indicateurs floraux, et que nos grandes cultures soient plutôt au niveau de notre axe 2, donc des indicateurs de compétition. Donc on a vérifié ça, donc cette différenciation, via des tests statistiques. Donc en violet, c'est la vigne, en vert, c'est les grandes cultures. Et on voit globalement pour nos indicateurs floraux que la vigne est souvent tout le temps significativement, a des indicateurs significativement plus élevés que les cultures annuelles. Donc globalement, les communautés d'adventistes en vigne, elles sont plus riches spécifiquement. Une densité d'entomogames et d'adventistes au fond du nectar plus importante également, et sont plus diverses au niveau de l'inflorescence et de la couleur des fleurs. Donc on voit la différenciation au niveau des deux types de cultures pérennes et annuelles. Et maintenant, on veut voir dans chaque type de culture, quel vraiment facteur joue sur la structuration florale de nos communautés d'adventistes. C'est les fameux modèles que j'ai lancés, que je vous ai présentés juste avant. Donc, dans les cultures annuelles, on a vu que la culture en place a vraiment une place prépondérante dans la réponse des adventistes. Et notamment, dans les cultures de colza et tournesol, on a des communautés d'adventistes qui ont plus d'adventistes entomogames et d'adventistes offrant du nectar que dans le maïs. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans les cultures entomogames, on a plus d'adventistes entomogames. Et ça fait écho au concept de mimétisme qui a été énoncé par Barrett en 83, où lui disait que les traits végétatifs et phénologiques des adventistes ressemblent souvent à ceux de leur culture. Et du coup, ça s'étend même aux stratégies de pollinisation adoptées par les adventistes. Ensuite, au niveau de la gestion des adventistes, les herbicides sont ressortis comme ayant un effet négatif sur la diversité d'inflorescences et de couleurs, mais aussi la densité d'adventistes entomogames et offrant du nectar au sein des communautés. Il y a eu des études qui ont été faites, Rousseau et collaborateurs en 2023, qui ont montré que ces herbicides, ils pouvaient modifier même la qualité du nectar et du pollen sur plusieurs espèces d'adventistes communes. Dans la vigne, c'est la gestion des adventistes qui est ressortie encore comme variable significative dans la réponse des communautés au niveau fonctionnel. Et nous, on a vu que la combinaison d'herbicides du travail du sol, d'herbicides travail du sol tonte, travail du sol tonte avait un effet positif sur les adventistes au fond du nectar. Là, c'est herbicide tonte qui offrait, on avait des communautés qui semblaient avoir qui avaient plus d'inflorescence que dans les vignobles managés seulement avec les herbicides. Donc ça vient un peu plus ou moins en corrélation avec la littérature. Winter et collaborateurs, ils avaient montré que c'était les pratiques de gestion des adventistes en agriculture biologique, donc sans aucun herbicide, qui renforçaient le service de pollinisation. Dans les oliveraies, il avait été montré que c'était une fréquence de tonte modérée qui permettait d'avoir une diversité fonctionnelle florale plus grande. Nous, il semblerait que c'est plutôt une gestion intégrée des adventistes, donc la combinaison de plein de pratiques qui favoriserait des communautés plus propices pour les pollinisateurs. Enfin, concernant la dernière question qui était de voir l'évolution de la diversité fonctionnelle florale, donc j'ai utilisé mes fameux jeux de données diachroniques. Donc ici, c'est celui en grande culture, donc c'est les indicateurs floraux en grande culture. Donc dans les années 70, donc ici, il semblerait que nos indicateurs floraux, donc de densité d'entomogames, etc., soient plus élevés, sont significativement plus élevés que ceux dans les années 2000. J'ai fait la même chose en vigne, donc encore mes indicateurs floraux, et ils sont toujours significativement, là cette fois-ci, ils sont significativement plus grands dans les années 2020 que dans les années 80. Donc le résumé de ces box plots, c'est on a une tendance plutôt
négative pour les grandes cultures. Donc, on a moins de densité d'adventices monogames qui offrent du nectar, une plus faible diversité de couleurs et d'inflorescences dans les années 2000 que dans les années 70. Et ça, vraiment, ça fait écho à des travaux, notamment Baud et Hall et collaborateurs en 2016, ont constaté un déclin de la diversité des sources de nectar à travers le Royaume-Uni, pareil, entre les années 80 et 90, donc comme ce qu'on a retrouvé à peu près nous dans notre travail. Et en vigne, on a la tendance inverse, où en fait on a plus d'adventices entomogames qui offrent du nectar et une plus grande diversité de couleurs et d'inflorescences. Et ça, c'est vraiment lié en fait au changement de gestion qui a commencé dans les vignes dans le début des années 2000, où en fait les viticulteurs ont commencé vraiment à plus tolérer les adventices dans les enterrants. Donc pour finir, s'il y a, on va dire, deux résultats à retenir de ce travail-là, bah, c'est que déjà les cultures pérennes, en tout cas la vigne ici, semble plus favorable à la préservation et à la fourniture du service de pollinisation. Et enfin, qu'en grande culture, vraiment l'utilisation des herbicides, ça conduit à la formation de communautés qui semblent peu favorables aux pollinisateurs. Donc, il faut savoir que ce travail, c'est qu'une étude du potentiel des adventices. On n'est pas allé mesurer vraiment la communauté, les communautés réelles qu'il y avait dans les champs. Et en plus, on a utilisé des traits qualitatifs parce que c'était ceux qu'on retrouvait massivement dans les bases de données pour nos espèces végétales. Et du coup, il manque un peu cette quantification de potentielles ressources fournies, une vraie quantification numérique. Et enfin, c'est une étude à l'échelle de la parcelle. Or, on sait que le paysage a une importance majeure sur la structuration des communautés de pollinisateurs. Donc voilà pour moi. Et Julia va passer sur la deuxième petite partie sur le réseau de parcelles viticoles. Alors, donc, moi, j'ai travaillé en stage un petit peu sur les deux autres grands axes de la thèse de Laure. Donc, pour le deuxième axe, qui s'intitule « Comment les traits floraux des adventices répondent aux pratiques viticoles et affectent les réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs ». Donc, voilà ce qu'on a fait. Alors, je vous ai remis ici, c'est le cadre conceptuel que Laure a présenté en simplifié. Donc, voilà, donc l'idée, c'est que une communauté d'adventices qu'on définit donc par une abondance, une composition et des valeurs de traits répond à des pratiques, à des perturbations. Et donc, nous, on se dit que on aimerait voir cet effet-là sur la fonction de pollinisation. Donc, pour ça, on a un réseau de 30 parcelles viticoles qui est réparti le long d'un gradient de perturbation. Et donc, sur chacune de ces parcelles, on a regardé un peu des communautés d'adventices. On essaie de regarder des traits, mesurer des traits pour voir l'impact des pratiques sur la fonction de pollinisation. Donc, ça, c'est pour illustrer un petit peu le gradient de perturbation. Je passe très rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu en image les types de parcelles qu'on avait, avec des parcelles très travaillées, un peu intermédiaires, où on retrouve quand même un couvert végétal, et des parcelles où on a un enherbement qui est quasiment présent toute l'année. Au niveau donc du protocole de ce qu'on a fait sur le terrain, on a été faire des relevés botaniques au sein de la parcelle et également dans la bordure de champ. Ensuite, une des grosses questions de mon stage, ça a été de réfléchir à comment faire pour prendre en compte les pratiques de gestion dans l'étude. Et donc, ce que j'ai essayé de faire pour améliorer un petit peu le travail des stages précédents, c'est de réaliser une ACP en prenant en compte un maximum de variables de pratique pour que ce soit vraiment représentatif de ce qui se passe sur une parcelle. Et surtout essayer de prendre en compte, par exemple, des fréquences de tonte, de travail, etc., ce qui nous semblait vraiment important à prendre en compte pour quantifier cette perturbation. Donc, c'est le résultat de l'ACP. Donc, pour simplifier un petit peu, pour résumer, l'axe 1, c'est l'axe des modalités de gestion des adventices. L'axe 2, c'est plutôt la fertilisation. Et je ne l'ai pas mis ici, mais la dimension 3 représente la fréquence de la modalité chimique est plutôt représentée sur la dimension 3, ce qui est assez attendu, étant donné que c'est une modalité qui est un petit peu différente en termes de perturbation, c'est très particulier.
Et donc, ça a été aussi pris en compte ici. Donc ensuite, j'ai fait une petite classification ascendante hiérarchique pour essayer de former des clusters de pratique. Donc on a réussi à en former 3, enfin 4. Le premier, c'est donc le groupe extensif, où là, on va avoir des modes de gestion qui sont plutôt la tonte ou le pâturage, donc plutôt une perturbation assez faible. Un groupe intensif, où là, c'est vraiment un groupe de viticulteurs qui travaillent beaucoup le sol. Et un groupe modéré, où là, ça va être donc une utilisation dans ce groupe de parcelles-là du travail du sol, mais il y a quand même une diversification des pratiques. Donc les viticulteurs essayent donc, parfois d'utiliser d'autres modes de gestion comme le pâturage, par exemple. Et donc le cluster 2, là que vous voyez en rouge, c'est 2 parcelles qui sont extrêmement particulières, qui sont très rapidement isolées. En fait, les viticulteurs utilisent de manière intensive le désherbage chimique. Et donc, en fait, elles sont très rapidement isolées et trop particulières. Donc, moi, dans ce que j'ai fait, j'étais obligée de les enlever parce que je ne pouvais pas, statistiquement, ça ne représentait rien. Donc, j'ai dû les enlever. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est comparer les communautés d'espèces en fleurs sur une année en fonction de ces clusters que je viens de vous présenter. Donc, conventionnels, enfin, intensifs, modérés et extensifs. Donc, ce que j'ai regardé, enfin, de ce qu'on avait de la première campagne, j'ai pris la richesse spécifique, l'indice de Shannon, la proportion d'espèces entomogames et la proportion d'espèces offrant du nectar. Et donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas vu de différence. En tout cas, moi, j'en ai pas vu sur les données de l'année. Alors, ce que j'ai trouvé pour expliquer ça, c'est que déjà, on a un nombre de répétitions qui est assez limité du fait du choix que j'ai fait de faire des clusters. Le deuxième point de discussion aussi, c'était le fait que ce groupe modéré a quand même une variance qui est assez importante, qui est expliquée par le fait qu'il y a en fait, c'est le groupe où justement on a une variabilité de pratique. Et donc c'est aussi une limite de ce choix de cluster que j'ai fait. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a des relevés botaniques qui ont été regroupés sur toutes les saisons d'échantillonnage. Et en fait, oui, donc sur la saison précédente, en février, j'avais fait une première analyse juste sur le jeu de données de février. Et là, pour la richesse et l'indice de Shannon, bon, c'est pas indiqué sur les graphiques, mais j'avais vu une différence. Donc c'est ce qui nous donne aussi c'est ce qui nous donne une perspective pour l'avenir, c'est regarder vraiment à la saison, puisque il semble que là, on puisse voir quelque chose. Et ça avait été aussi remarqué par Lucie, qui avait analysé, donc qui avait fait un stage aussi, qui a analysé les données de mai, et qui avait vu une différence, par exemple, sur le nombre de grains de pollen par individu, en fonction des différentes modalités. Donc maintenant, très rapidement sur les effets du paysage, des pratiques de culture et des communautés d'adventistes sur les communautés de pollinisateurs. Alors, donc la nouveauté ici, c'est que j'ai voulu utiliser une approche par réseau. Et pourquoi c'était hyper intéressant? C'est parce que ça représente vachement bien ce cadre en fait conceptuel. Et donc, ça permet d'étudier directement le niveau adventiste, le niveau pollinisateur et les interactions entre ces deux niveaux. Donc, les apports, c'est aussi que ça permet directement d'étudier ces interactions, que c'est un bon moyen pour regarder l'abondance des pollinisateurs, parce qu'on relève donc directement des fréquences. Et aussi, donc en perspective, ça permet a posteriori de faire du trait matching et regarder un peu visualiser des niches écologiques avec une approche par module, donc c'est cette figure que j'ai mis là, où du coup on peut directement observer et comprendre en fait les liens entre les liens fonctionnels entre les pollinisateurs et les adventistes, le visualiser et le voir directement visuellement. Donc la première sous-question que je me suis posée, c'est quels sont les effets des pratiques viticoles sur les réseaux d'interaction adventistes-pollinisateurs. Au niveau rapidement du protocole, on a réalisé des transects, un dans la parcelle, un dans la bordure, à chaque fois de 10 minutes et sur 3 saisons, mars, avril et mai.
On obtenait ce type de données où on relevait donc à chaque fois une interaction entre une espèce de plante et un pollinisateur. On notait la fréquence à laquelle on avait observé cette interaction. Ce qui est important de noter, c'est que pour les pollinisateurs, on n'avait pas la puissance d'échantillonnage suffisante pour regarder à l'espèce. On ne pouvait pas faire des captures. On a simplement identifié au morphogroupe. Donc on avait 8 morphogroupes différents et donc on les a identifiés comme ça. Et donc, ça nous a permis de construire des réseaux comme ceci. Donc là, j'ai mis un exemple d'un réseau où ça a plutôt bien marché. On a vu beaucoup de choses. La limite de cette approche-là, c'est que il y a des réseaux où c'est comme ça. Et donc là, on peut se demander si ça, c'est vraiment un réseau, quoi. Si on peut l'analyser tel quel. Et donc, c'est pour ça que pour répondre à cette question-là, j'ai décidé de regrouper tous les relevés de nos 3 saisons pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu analysable, quoi. Ce que j'ai regardé sur ces réseaux, c'est la taille du réseau, qui représente donc la taille de la matrice, N fois P, la connectance, l'indice de Shannon, donc c'est un indice sur les 2 niveaux, l'indice de spécialisation, qui varie de 0 à 1, 1 quand c'est très spécialisé, 0 quand c'est pas spécialisé, le nombre moyen de liens du niveau haut, donc les pollinisateurs, donc c'est le nombre, en moyenne, un pollinisateur est relié à combien de plantes, et à l'inverse, le nombre moyen de liens pour le niveau bas pour les plantes. Et donc pour les différences sur les 3 clusters, et j'en ai pas vu non plus ce qui pouvait être attendu au vu des résultats qu'on avait sur nos communautés adventistes. Voilà. Alors après, oui, la limite, ce que je voulais un petit peu dire rapidement, c'est que notre puissance d'échantillonnage, elle est assez faible. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un autre réseau qui a été construit par Kaiser, Bonnebré et collaborateurs en 2009, où eux, ils ont vraiment une grosse puissance d'échantillonnage. Donc c'est possible aussi, comme j'ai calculé que des indices quantitatifs, et que notre puissance d'échantillonnage est très faible, que c'est pour cette raison qu'on ne voit pas grand-chose. Mais on a quand même vu quelque chose au niveau de la comparaison entre ce qu'on voyait en bordure et ce qu'on voyait en parcelle. Donc en fait, l'hypothèse qu'on a posée, c'est que la bordure, qui est de la part de l'agrosystème, qui est encore gérée, mais différemment de la parcelle, on va avoir un gradient de perturbation entre cette bordure et l'intérieur du champ. Et donc, on se dit que nos communautés végétales vont fonctionnellement varier, et donc potentiellement qu'on va avoir un effet sur les pollinisateurs. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait peut-être mettre en évidence une complémentarité spatio-temporelle des ressources florales entre les bordures de champ et l'intérieur de la parcelle. Voilà, donc c'est la question que je viens de vous présenter finalement. Et donc, on a regardé directement, j'ai essayé de modéliser le nombre d'interactions en fonction de la saison et de la position. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que le coefficient position-saison d'interaction est significatif, en effet, et qu'il y aurait donc moins d'interactions en février en bordure. Donc ça c'est un argument qui est en faveur de cette hypothèse de complémentarité. Donc on a voulu cette fois vérifier ça en modélisant la couverture florale moyenne en fonction de la saison et de la position. Et c'est également le résultat qu'on a trouvé, c'est ressorti. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on voit dans les parcelles? Et on voit ça. C'est-à-dire on voit vraiment des champs de diplotaxis en février. Et donc ça, c'est vraiment une ressource florale hyper importante pour les pollinisateurs, à une saison où c'est la fin de l'hiver, il n'y a pas forcément énormément de ressources. Et là, on a vraiment une ressource hyper importante qui est dans les écosystèmes, directement utilisable par les pollinisateurs. Alors, on a voulu voir rapidement qui utilisait cette ressource. Donc, cette fois, j'ai fait le même modèle, mais au morphogroupe. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est que les abeilles domestiques... on a vu un effet de la position, donc on avait en moyenne tout le temps 2 fois plus dans la parcelle qu'en bordure. Il y avait aussi un effet saison attendu, où on en avait 5 fois plus en février qu'en avril. Et pour les autres morphogroupes, pas d'effet position, uniquement un effet saison, avec ici les petites abeilles sauvages qu'on retrouve environ 5 fois plus en avril-mai qu'en février. Et pour les coléoptères, ce qu'on a retrouvé, c'est ça tend vers 0 en février, on en a environ 2 fois plus en mai. Donc pour les autres morphogroupes, malheureusement, j'ai pas pu modéliser parce que on avait encore ce problème de puissance d'échantillonnage, on n'avait pas assez
on voyait pas assez d'individus. Et donc, c'était un peu juste pour faire des modèles. Donc, dans les perspectives à venir, ben, il y a justement essayer d'améliorer cette puissance d'échantillonnage, potentiellement essayer d'analyser cette absence de pollinisateurs, que là, j'ai pas eu le temps de faire, mais en fait, si on ne voit pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas, et donc on pourrait déjà peut-être avoir des résultats juste avec ça. Ensuite, donc Laure l'avait un petit peu évoqué, mais faire du transect à l'espèce, où on ferait du piégeage au filet pour essayer d'améliorer la précision du niveau pollinisateur qui est assez réduite pour l'instant. Justement projet d'ADNE sur les fleurs adventices qui serait une autre manière d'arriver justement à étudier ces interactions. Et puis potentiellement essayer de faire du trait matching. Donc là pour l'instant j'ai essayé avec ce que j'avais mais ça n'a rien donné. Mais peut-être en mesurant vraiment des traits, donc des hauteurs, des aires florales, des couleurs, on pourrait les faire matcher avec des traits pollinisateurs comme des longueurs de langue, etc. Et donc c'est un projet. Ah oui, et aussi, donc, vraiment pour conclure, on avait posé des pièges pour trappe. Donc là, les échantillons sont en train d'être analysés. Il y a eu une partie en métabar, une partie en identification morphologique. Et on attend vraiment ces résultats-là pour pouvoir un petit peu avoir un regard critique sur ce premier travail d'analyse des transects qui a été fait. Et puis, juste pour terminer, il y a vraiment un paramètre dont on a très peu parlé, mais qui est le paysage et qu'on va intégrer dans nos modèles par la suite, avec prendre en compte la proportion d'habitat semi-naturel, la connectivité du paysage, et aussi les infrastructures agroécologiques de bord de parcelles qui ont été inventoriées pendant la période de terrain. Voilà. Merci pour votre